Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la quatrième étape du Tour de France. On va revenir un petit peu sur le parcours, le tourisme, la gastronomie, mes favorites du côté de cette journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favorites, votre grosse cote du côté de cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Je vous préviens, je vous précise que cette quatrième étape, j'ai fait la présentation en temps et en heure et le débrief le débrief de l'étape 3 en temps et en heure. Le débrief peut-être de cette étape 4 arrivera avec du retard, car je ne serai peut-être pas chez moi tout simplement cet après-midi. Et j'espère que la présentation de l'étape 5, je la ferai en temps et en heure. Mais voilà, il peut y avoir des petits changement de dernière minute au niveau du programme de la soirée et de demain. Bis repetita normalement sur cette étape numéro 4, quoique on ne sait pas encore quel va être le scénario de l'étape numéro 3, parce que j'enregistre, nous sommes en plein après-midi, en plein début d'après-midi de ce lundi 28 juillet, donc c'est-à-dire le jour où se déroule cette étape numéro 3. Mais on devrait normalement avoir les mêmes filles sur cette journée, parce que on est sur une arrivée qui est encore plus plate que la veille. Donc normalement, là, on aura beaucoup de difficultés à éviter un sprint. Alors dommage du côté de cette étape, encore une fois, sur ce Tour de France, on reprend une partie de l'étape de Chinon. Et oui, toute la première partie de l'étape de Chinon, ça va être la partie intermédiaire de cette journée. Donc ça, c'est un petit peu dommageable au niveau du tourisme foncièrement. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, la télévision sera en place? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu problématique pour moi, ces étapes qui repassent deux fois par les mêmes zones. On va avoir la même chose du côté de Clermont, que l'on a déjà vu sur le Tour de France Hommes, que l'on va revoir sur le Tour de France Femmes, et le col de la Madeleine, que l'on a vu chez les garçons et qu'on va revoir chez les femmes. Ça serait bien d'avoir un petit peu d'alternance. Par exemple, cette année, on aurait pu, chez les garçons, ne pas aller en Bretagne, en se disant on allait avoir deux étapes complètement bretonnes sur le Tour de France Femmes, de se dire, là, on va passer pas mal de temps du côté... de ne pas avoir la même arrivée au sommet qu'un des passages en montée du côté des Alpes, prendre un autre col... on pourrait avoir un petit peu d'alternance, ne pas forcément passer par les mêmes zones. Là, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable du côté de ce double passage à Chinon et par certaines communes à côté, parce qu'il y a une quinzaine, vingtaine de kilomètres en commun entre donc l'étape Chinon-Châteauroux et l'étape aujourd'hui entre Saumur et Poitiers. Donc voilà, un petit peu dommageable. Du côté découverte touristique de la France, on repassera. Donc c'est un petit peu dommageable. C'est comme l'étape dans les Pyrénées qui part de Pau, qui arrive par le Tourmalet, que l'on a à chaque reprise du côté du Tour de France également. Difficile de faire des différences sur cette journée. La dernière côte est vraiment trop loin de l'arrivée pour faire des différences, et le parcours est trop plat sur cette étape, donc normalement on devra avoir un sprint massif du côté de Poitiers. Dénivelé positif, 742 mètres seulement, c'est la 9e étape dans ce classement, donc c'est l'étape la plus facile du côté des points sur cette journée. On aura le droit donc à 2 points sur la côte de Marigny. Et puis on aura également 25 points à Soudun pour le vainqueur du sprint intermédiaire, 50 points à l'arrivée à Poitiers, en sachant qu'il n'y aura pas de sprint bonification en cours de l'étape, donc c'est seulement à Poitiers, on pourra prendre des bonifications 10, 6 et 4 secondes pour les premières de ce classement. Bon, on regarde tout de suite le parcours de cette étape. Entre donc Saumur et Poitiers, 131 km, on retrouve, on va dire, la moyenne du cyclisme féminin au niveau des étapes. Donc vous voyez, départ de Saumur pour aller du côté de Poitiers.
Donc on passe par Tizé, donc passage à Chinon, qui était donc le lieu de départ de l'étape de Châteauroux pour aller jusqu'à l'île Bouchard. On passe ensuite par Richelieu. On était déjà passé à Richelieu également pour cette étape de Châteauroux. Et puis ensuite, on ira direction Poitiers avec le sprint intermédiaire à Soudun au kilomètre 86,5. Et puis la côte de Marigny, 900 mètres à 5,4% qui, elle, sera au kilomètre 101,5, c'est-à-dire à 30 km de l'arrivée. Bon, ensuite, on aura un passage à Dissay, à Buxerolles, également, dans Buxerolles. Et puis, une montée pour entrer sur Poitiers, 600 mètres à 4%, qui sera à 3 km de l'arrivée, mais ça ne devrait pas mettre en difficulté les concurrentes de cette étape. On regarde un petit peu les passages techniques dans le final de cette journée. Vous voyez, la zone de sprint sera donc à 5000 mètres. Donc je rappelle qu'à partir des 5000 mètres en cas de chute, de crevaison, problème technique, eh bien vous êtes remis dans le temps, dans le groupe auquel vous apparteniez aux 5000 mètres. Donc si vous étiez à 3 minutes, vous restez à 3 minutes. On passe donc par les boulevards, donc son premier au point n'est absolument pas technique, on aurait même pu, je pense, mettre la zone ici. Je rappelle que de base c'est même les 3000 mètres, bon je pense qu'avec les ralentisseurs on aurait pu la mettre là, la zone sprint. Mais surtout je vois pas pourquoi on l'a mis aux 5000 mètres vu que là c'est tout en ligne droite et qu'il n'y a pas véritablement de grand danger. Donc il y aura 3 ralentisseurs à prendre entre 4000 mètres de l'arrivée et 3000 mètres de l'arrivée. Avec également un rétrécissement ici à 3150 mètres à peu près de l'arrivée. Ensuite, on aura de nouveau 2 ralentisseurs entre 3000 mètres et 2000 mètres de l'arrivée. Il y aura ensuite un terre-plein central à la sortie de cette avenue du Recteur Pinault pour aller sur la rocade Est. Il faudra faire attention à la sortie de ce virage. Et puis ensuite, une longue ligne de droite qui nous amènera vers l'avenue John Kennedy, 1 km de ligne droite. Puis vous voyez le dernier virage important, il est à 1400 mètres, 1500 mètres de l'arrivée. Ce qui fait que ça nous donne une arrivée de 1100 mètres à vue, 1480 mètres pour la sortie du dernier virage, avec en plus une belle largeur de 7 mètres pour ce Tour de France Femmes. Et vous voyez donc la côte, elle est entre 3 et 2 km de l'arrivée, donc elle est ici. La côte, donc avec les 2 ralentisseurs ici du côté de la rue du Faubourg, du Pont-Neuf. Voilà. Donc vraiment un final idéal, je dirais, pour faire un sprint du côté de Poitiers. On regarde la carte, donc vous voyez, on part de Saumur, on passera donc par Chinon, et puis ensuite on va redescendre vers Poitiers sur la deuxième partie d'étape. Voilà, on n'est pas très loin de Tours, aussi du côté de Saumur. Puis donc on redescend vers Poitiers, qui sera le lieu d'arrivée de cette étape numéro 4. Allez, on regarde tout de suite le tourisme. Nous sommes à Saumur, et du côté de Saumur, eh bien, vous avez le Cadre Noir. Alors, l'histoire du Cadre Noir de Saumur qui débute au 19e siècle. Au lendemain des guerres napoléoniennes, la cavalerie française est décimée. Et on va créer en 1815 une école des troupes à cheval. C'est là, dans ce Cadre Noir de Saumur, que vont être formés des instructeurs pour tous les corps de cavalerie. Voilà, donc on a un corps d'enseignants qui vont former les futurs nouveaux cavaliers de l'armée française. Alors c'est toujours un centre de formation, et puis il y a également des sportifs qui sont passés par le cadre de Saumur pour s'entraîner, je pense, du côté du pentathlon moderne, à l'époque où il y avait du cheval, de l'équitation, parce que du côté de cette épreuve, désormais, elle a été remplacée par une sorte d'épreuve Ninja Warrior, mais on s'entraînait souvent du côté des sportifs français au Cadre Noir de Saumur, au niveau des chevaux. Et parfois, le Cadre Noir de Saumur prête des chevaux à des athlètes olympiques ou à des athlètes également paralympiques, notamment sur l'épreuve du dressage. On poursuit du côté de Saumur, et à Saumur, vous avez également le château
que vous voyez ici, qui date du 10e jusqu'au 16e siècle au niveau de la construction, donc au départ médiéval et puis à la fin Renaissance. Le donjon a été érigé au début du 12e siècle, et puis il va être entouré d'une forteresse au 13e. Alors cette forteresse qui à l'intérieur se composait de 4 tours rondes qui étaient réunies par d'épaisses courtines, et puis au 14e siècle, il va être transformé en maison de plaisance, et ce qui va, on va faire d'importants remparts autour du château au 16e siècle. Donc ce château qui abrite désormais le musée du cheval, enfin qui abrite désormais, qui l'abrite depuis 1912, qui est un musée de France. Voilà ce château de Saumur, parce que voilà, la ville est très attachée à l'équitation. Et puis on termine après ce lieu par le théâtre de Saumur, que vous voyez ici, ce qu'on appelle le Dôme, également construit au 19e siècle, entre 1864 et 1866. C'est un chef-d'œuvre de l'architecte Charlie Joly-le-Terme. Alors vous avez des colonnades corinthiennes sur l'extérieur. Les photos n'étaient pas très belles de l'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai pris plutôt l'intérieur. À l'intérieur de ce théâtre, vous avez une salle à l'italienne. Cette décoration de salle qui fut confiée à Antoine Victor Barbereau, qui était surnommé Saint-Léon en 1864. Le plafond actuel de la salle italienne a été repeint par René Rabot, et on a eu des restaurations en 2011 et 2014 qui ont modernisé le monument tout en respectant son enveloppe architecturale. Donc c'est un lieu totalement novateur, c'est ce que nous dit le site du Tour de France, parce que je rappelle que ces informations viennent du site du Tour de France tout simplement, et que vous pouvez retrouver également d'autres lieux touristiques sur ce même site. Par contre, sur la partie gastronomie, c'est moi qui trouve les informations. Voilà, et des spécialités. Je le précise également. Sur cette étape, il y a des choses à aller voir aussi. On commence avec le château de Montsoreau, qui est également un musée d'art contemporain. Ce château, style Renaissance, qui date du 15e siècle. Il a été construit par Jean II de Chambes, qui était un des hommes les plus riches du royaume. Voilà, il a été conseiller de Charles VII et de Louis XI. C'est le premier château de la Loire à avoir été construit, ce château de Montsoreau. C'est le seul château de la Loire construit dans le lit du fleuve. C'est un château typique du style Renaissance. Voilà, et il s'élève à un emplacement stratégique à la confluence de la Loire et de la Vienne. Donc il est à la fois sur l'Anjou, le Poitou et la Touraine, voilà. Et il a été immortalisé par Alexandre Dumas, voilà, dans son roman La Dame de Montsoreau, voilà, qui a été écrit entre 1845 et 1846. Et c'est en avril 2016 que le château devient un musée d'art contemporain. Il possède le plus important fonds mondial d'œuvres du mouvement Art et Langage, à l'origine de l'art conceptuel. Donc il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme les autres châteaux de la Loire. On poursuit du côté de nos pérégrinations, et nous allons du côté de l'île Bouchard. L'île Bouchard qui est connue déjà, cette île Bouchard au niveau des guérisons. Et oui, parce que il semblerait qu'il y ait eu des apparitions mariales, des guérisons inexpliquées. Donc ça va être un lieu de pèlerinage catholique également. Dans les années 1900, voilà, 47 notamment, avec des apparitions du côté de cette île Bouchard. Et puis vous avez donc le prieuré Saint-Léonard du XIIe au XIIIe siècle, est un style roman. Alors les éléments préservés indiquent qu'il date de la première moitié du XIIe siècle. Alors il a été pillé en 1562, vendu comme bien national en 1791. Il va être utilisé comme carrière de pierre et détruit dans le premier tiers du XIXe siècle.
il ne va subsister que l'abside de l'église. Il va servir de grange également avant d'être acheté par l'État en 1910. Et puis on va parler de Richelieu. Alors, c'est des lieux où on est déjà passé sur le Tour de France masculin, mais c'est vrai que Richelieu, on en avait assez peu parlé au final de cette enceinte Richelieu qui a été créée par le cardinal Richelieu et qui permet de comprendre l'urbanisme au XVIIe siècle et l'idée de cité médiévale. Alors il s'avère que c'est un site patrimonial de premier plan inscrit dans un périmètre de protection et bénéficiant d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur depuis 1997. Alors le château de Richelieu, lui, n'existe quasiment plus, mais vous avez 9 maisons construites en même temps que le château qui, elles, sont protégées au titre des monuments historiques. Donc c'est vraiment un lieu très intéressant à visiter, le village. C'est une ville, on va dire, de 1620 habitants de Richelieu, vous voyez, qui est, avec cette photo, qui a gardé pas mal d'éléments importants de l'enceinte. Voilà. Puis, il y a pas mal de choses à aller voir au niveau architecture. Voilà, si vous êtes du côté de Richelieu, dont on était déjà passé lors du tour masculin. Vous voyez ce château, c'est le château de Dissay. Alors là, on est maintenant dans la Vienne, du côté de Dissay, hein, et c'est un château qui se trouve donc voilà à Dissay, pardon, du XVe siècle. C'est un château fort médiéval. En fait, ça a été la résidence des évêques de Poitiers, et ce château a été construit au XVe siècle. Et l'édifice est quasiment intact de cette époque-là. Il n'y a quasiment pas grand-chose qui a été modifié, détruit depuis le XVe siècle. Voilà. Alors, vous avez des douves, bien entendu, qui ceinturent la construction. Et puis, vous avez également une chapelle. Vous avez la porte d'entrée qui est défendue par les 2 tours. Voilà, enfin voilà, il y a pas mal de... Vous avez des vitraux également qui illustrent la vie du Christ. Voilà, du côté de ce bâtiment qui est situé donc à 15 km de Poitiers. Voilà, du côté de ce château. Et c'est aujourd'hui une propriété privée où on développe un projet de restauration. Il y a également d'hôtellerie et de spa. Voilà, du côté de ce bâtiment. Puis je termine sur la commune de Saint-Georges. Oui, c'est ça, Saint-Georges. Les Ballargeaux, c'est la ville d'un vainqueur du Grand Prix du Midi-Libre, mais on s'intéresse surtout au château de Vert, qui date du XIVe siècle, est également un château fort médiéval construit en 1392. On a conservé de cette époque-là les 2 tours qui encadrent le logis. Et puis ce bâtiment va être reconstruit au XVIe siècle, restauré et décoré au XVIIIe. Et vous avez à l'intérieur un pigeonnier de 1656. Voilà, et ce pigeonnier est très important parce qu'il est il a des dimensions imposantes. Voilà, ce pigeonnier. Il aurait été offert par la reine Anne d'Autriche en remerciement de l'accueil qu'elle reçut au château en compagnie de son fils Louis XIV et du cardinal Mazarin. Voilà. Donc c'est là également un bâtiment inscrit au monument historique. Voilà. Et puis on termine maintenant avec la commune de Poitiers. Et à Poitiers, vous retrouvez le palais des comtes de Poitou, duc d'Aquitaine, du Xe au XVIIIe siècle, là aussi un style médiéval. Le palais des comtes de Poitou, duc d'Aquitaine, est aujourd'hui l'un des plus remarquables ensembles d'architecture du Moyen-Âge en France. C'est l'ancien site du palais de justice de Poitiers, et puis à partir du Moyen-Âge, c'est devenu ce palais des comtes.
Alors, vous avez pas mal d'évolutions hein, sur ce bâtiment avec une grande salle d'apparat. Vous avez également des tours, des remparts antiques pardon, du côté de ce bâtiment. Et à partir du XIIIe siècle, le palais prend des fonctions administratives. On va avoir également pas mal d'aménagements vers 1380 du côté qui vont être faits par Jean de Berry. Et puis la tour Maubergeon va être reconstruite, on va faire des appartements privés. Et après la Révolution, il va être aménagé de nouveau en palais de justice. On poursuit du côté de Poitiers avec ce bâtiment assez remarquable, c'est le baptistère Saint-Jean. Alors ce baptistère Saint-Jean qui date du IVe siècle, c'est pour ça que c'est assez remarquable, c'est le plus ancien monument chrétien d'Europe conservé à ce jour, installé au IVe siècle au temps de Saint-Martin et Saint-Hilaire, dans une maison gallo-romaine de Poitiers. Ça va devenir un édifice particulier au Ve siècle, à l'intérieur duquel on retrouve une ancienne piscine baptismale utilisée pour le baptême par immersion jusqu'au 8e siècle. Ça va devenir une église paroissiale et il y a également des sarcophages mérovingiens, mais surtout c'est un bâtiment qui est là aussi assez intact malgré les guerres de religion, malgré aussi la Révolution française. Donc ça c'est assez remarquable. Et puis vous avez le musée Sainte-Croix qui date de 1974, ce musée, enfin c'est le début de la construction, et c'est le premier musée de Poitou-Charentes pour la richesse de ses collections d'art et d'archéologie. Vous pouvez voir bien entendu des éléments de la préhistoire, notamment un ensemble de gravures de la grotte de la Marche. Vous avez également l'Antiquité gallo-romaine, et puis aussi eh bien, les époques un peu plus récentes, notamment l'art moderne du début du XXe siècle, avec des peintures de Mondrian, de Bonnard, également sur ce lieu. Du côté de Poitiers, on ne parle pas du Futuroscope, on va en parler demain du Futuroscope, parce qu'on partira de Chasseneuil-du-Poitou, qui est l'une des communes qui gère, qui est autour du Futuroscope, donc on en parlera demain, ne vous inquiétez pas. On passe désormais à la gastronomie du côté de cette étape et on commence avec un plat de la région, c'est le farci poitevin. Alors ce farci poitevin, c'est pas extrêmement joli, voilà comme plat, mais c'est une spécialité culinaire froide qui peut être servie en entrée ou chaude en plein principal. Alors vous en trouvez dans la Vienne, mais également dans les Deux-Sèvres, dans la Vendée, également de ce farci point de vin qui peut donc s'appeler également farci charentais. Alors c'est un pâté de légumes cuits emballés dans de grandes feuilles de choux et qui se mange généralement en entrée avec du pain comme un pâté traditionnel. Alors il existe différentes recettes, certaines avec de l'oseille, des blettes, du chou. On peut mettre également de l'épinard, du persil, des l'ail, du poireau, du lard également. Enfin voilà, il y a énormément de spécialités différentes. Et ça peut se retrouver en charcuterie, ce plat, alors qu'il n'y a quasiment pas de charcuterie à l'intérieur. Voilà, donc c'est assez intéressant. On l'appelle également poule verte, voilà, ou pâté d'herbe également. Ce plat donc du farci poitevin. Il y a également les galipettes d'Anjou. Les galipettes d'Anjou, ce sont ces champignons. C'est une variété de champignons. La galipette, ce sont des champignons extrêmement gros. Voilà. Et on va les farcir avec du persil, de la crème fraîche, de l'échalote, un peu de sel. Ça, c'est la recette, on va dire, originale. Mais pourquoi pas avec un petit peu de fromage également. Enfin voilà, ce sont des grands champignons, ces galipettes, qui sont de la région. Des champignons plutôt gros, blancs ou bruns. On peut les griller, on peut les farcir également. Voilà, ces galipettes. Et on peut les farcir, pourquoi pas, avec du
Fromage, on disait du fromage de chèvre, et dans la région, eh bien, il y a le chabichou. Le chabichou AOP du Poitou, AOC, pardon, du Poitou depuis 1990. C'est un petit fromage d'environ 150 grammes. Alors, le terme chabichou qui va en fait dire, qui est la version, on va dire, plus française du terme cabécou, que vous avez du côté de l'Occitan, avec également cet autre fromage. Donc ça serait dû à une expression en poitevin que l'on prononce différemment de l'occitan. Alors le chabichou est mentionné en 1872 dans un guide du voyageur à Poitiers et aux environs. Et puis la production s'est fortement développée dans la région quand le vin a eu pas mal de soucis à cause des vignes qui étaient touchées par la phylloxéra. Et donc aujourd'hui, en 2007, il y avait à peu près 512 tonnes de production labellisée en AOC. Mais c'est une production qui augmente, qui baisse, pardon, plutôt ces dernières années, parce qu'en 2017, on était plutôt aux alentours de 375 tonnes de fromage fabriqué. Alors le lait produit sera obligatoirement de chèvre élevé au sein du terroir du Seuil du Poitou. Donc les choix concernant les races, les méthodes d'élevage, l'alimentation des bêtes, c'est à la discrétion des éleveurs. Alors au niveau du fromage, il va être conservé pendant une dizaine de jours normalement avant d'être vendu. Ça peut monter également à 3 semaines, voire quelques mois pour concentrer le maximum de goût du côté de ce fromage. On passe désormais au beurre Charente-Poitou AOP qu'on trouve notamment dans les supermarchés. C'est une AOP depuis 2009 du côté de ce beurre issu exclusivement de crème pasteurisée produite par les agriculteurs de ce territoire. Donc dans les Charentes et également dans le Poitou, on peut en trouver également légèrement dans la Haute-Vienne. Donc le beurre Charente-Poitou, il se distingue des autres beurres par son odeur de crème épaisse, mais également par une plus grande richesse en lactose qui va lui conférer des notes fruitées. Parfois, il est même conseillé d'utiliser ce beurre-là quand on ne peut pas avoir du beurre de tourage pour faire de la pâte feuilletée. Voilà, parce que c'est un beurre où il y a énormément de gras aussi, donc c'est vraiment l'idéal si vous voulez faire de la pâte feuilletée par vous-même. Moi, j'ai jamais essayé de le faire. Normalement, on conseille plutôt d'utiliser ce beurre Charente-Poitou, contrairement à d'autres beurres du commerce. Donc, bien entendu, il y a quelques marques maintenant qui le fabriquent. Vous pouvez les trouver également dans les supermarchés, ce beurre Charente-Poitou. On poursuit après le beurre avec des desserts. On commence avec le tourteau fromager, qui est une sorte de gâteau. Voilà, c'est une pâtisserie à base de fromage de chèvre frais. Alors ça tient son nom de tourterie qui signifie gâteau en poitevin. Et le tourteau viendrait du pays mélois, donc le pays mélois dans la région du Poitou. Mais pas mal de communes en revendiquent la paternité dans la région, voilà. Alors autrefois, ce gâteau était préparé dans un plat en terre au fond arrondi et ça faisait donc ces demi-sphères et chaque famille possédait un plat de ce type, voilà. Mais désormais, on utilise parfois une tourtière ou un saladier, voilà, pour reproduire ce plat et la croûte de dessus forme un dôme noir volontairement brûlé, qui contraste avec le dessous, une pâte de cuisson de couleur blanc crème, texture moelleuse et à la saveur de fromage frais léger. Donc la recette c'est très simple, vous avez de l'œuf, du sucre, farine, fromage de chèvre et une pincée de sel, voilà.
C'était également un nom de code qui a été utilisé sur Radio Londres pour faire passer des messages à destination de la résistance dans les Deux-Sèvres. Voilà, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. On continue avec le broyé poitevin. Vous voyez, c'est ce gâteau sec qui est fait de sucre, de farine, de beurre et d'œuf, qui est extrêmement plat. Il existe sous forme de petites et de grandes galettes. Les grandes galettes font 8 cm sur 1 cm, 2 cm d'épaisseur environ. C'est extrêmement fin. Alors le broyé était consommé lors des offices religieux, des fêtes rurales également, ou pour les communions, pour les mariages. Et à l'occasion, vous savez, j'aime bien ce type de record-là, à l'occasion du championnat régional de confection de broyé poitevin, Paul Puchard, en 2020, a réalisé un broyé d'un diamètre de 2,37 m, ce qui est le record mondial. Et vous avez désormais une confrérie de l'ordre des chevaliers de la Grande Goule, qui promeut le broyé du Poitou, depuis 2004. Et chaque année, vous avez les rencontres gourmandes du Poitou, pour mettre en avant les différents plats de la région. On a également le macaron de Montmorillon. On est dans la région, on est dans le département de la Vienne, là encore, avec ce macaron de Montmorillon. C'est une tradition orale qui a donné au départ cette recette de macaron à la ville. On considère qu'on avait déjà des traces écrites au XVIIe siècle, mais la recette datait peut-être du Moyen-Âge. Voilà. Alors vous avez un musée à Montmorillon qui retrace l'histoire de la fabrication de ce macaron assez simple. C'est pas le macaron de Pierre Hermé, ça ressemble plus peut-être au macaron d'Amiens, avec de la poudre d'amande, du sucre en poudre, de l'extrait d'amande amère, blanc d'œuf, sel. Voilà, c'est assez simple comme gâteau, tout simplement. Et la tradition perdure de génération en génération depuis les sœurs Chartier au milieu du 19e siècle, qui ont décidé de fabriquer ces macarons, on va dire, de manière un peu plus industrielle. Et puis le vin également, nous avons du vignoble autour de Saumur à consommer, comme je le dis à chaque fois, avec modération, et surtout ne prenez pas la voiture derrière. Ce Saumur, donc, qui est une appellation d'origine contrôlée, surface assez réduite, 1400 hectares, avec 1000 hectares de cépages noirs, 400 hectares en blanc. Vous avez du Chenin, Bay et du Cabernet Franc, voilà pour les deux cépages les plus importants, de ce vin. Alors il y a différentes appellations qui vont être, différents types de vins qui sont reconnus, parce que aujourd'hui on fait du rouge, du blanc, du vin mousseux, rouge et rosé. Voilà. Et le cahier des charges de l'appellation qui a été modifié il y a l'an dernier, en 2024, du côté de ce vignoble, qui comporte 20 communes du Maine-et-Loire et 9 communes de la Vienne, et même 2 petites communes des Deux-Sèvres qui fabriquent ce vin. Et 312 viticulteurs, qui fabriquent le vin dans cette région de Saumur. On passe à l'histoire du Tour de France. Du côté de l'histoire du Tour de France, du côté de Saumur, 2 fois la ville a accueilli des départs d'étape pour les garçons. La première fois, c'était un contre-la-montre, de 87 km. C'était extrêmement long. On partait de Saumur pour aller au Futuroscope. C'est le deuxième plus long, de l'histoire, au niveau des contre-la-montre. Deuxième ou troisième plus long de l'histoire, ce contre-la-montre-là, remporté par Stéphane Roche, qui avait repris pas mal de temps et pris un petit peu d'avance sur ses adversaires avant, bien entendu, les étapes de montagne. Et à ce moment-là, c'était Charly Mottet qui était maillot jaune. Et puis en 2016, c'était la 4e étape qui partait de Saumur pour aller à Limoges. Et ce jour-là, c'était Marcel Kittel qui s'était imposé
au sprint sur cette étape. Du côté de Poitiers, un peu plus de départ ou d'arrivée du côté de cette commune. Alors la dernière fois qu'elle a été ville arrivée, c'était en 2020. C'était Primož Roglič c'était Caleb Ewan pardon, qui s'était imposé lors de cette étape qui était l'étape numéro 11. On a eu également des victoires de Baumberger, Moreno Argentin, Étienne de Wilde ou encore Martial Gaillan qui s'était imposé en 87 et qui a été devenu maillot jaune lors de l'étape entre Poitiers et Chaumeil. Voilà, Sean Kelly également en 78. Jean Forestier également, Jean-Pierre d'Anguillaume, voilà, dans les années 55 pour Jean Forestier, 71 pour Jean-Pierre d'Anguillaume. C'était des étapes qui arrivaient à Poitiers en partant très souvent de Bordeaux. On a eu pas mal d'étapes Poitiers-Bordeaux ou Bordeaux-Poitiers, voilà, dans l'histoire du Tour de France. Et donc cette dernière étape, on avait eu... ça avait été une belle bagarre du côté de cette journée, avec notamment une échappée où il y avait eu Mathieu Ladanius, voilà, qui s'était retrouvé seul en échappée sur cette étape, voilà, du Tour de France 2020, non, c'était pas encore son dernier Tour de France à Mathieu Ladanius, non, c'était pas sa dernière année chez les professionnels. On parle du cycliste du jour. Alors, il y a deux personnages importants du cyclisme qui sont nés du côté de Poitiers, enfin qui sont nés dans la région. Le premier, c'est Paul Brousse. Et oui, Paul Brousse, qui bien est sélectionneur de l'équipe de France féminine de cyclisme sur route. Ça a été un coureur cycliste qui a été au pôle espoir de Poitiers, et puis ensuite il a été chez les amateurs, notamment dans l'UC Châteauroux. Alors il va faire quelques temps chez les professionnels, mais vraiment ça va pas être la majorité de sa carrière, notamment du côté de Roubaix, Lille Métropole. Voilà, en partie. Et puis derrière, il va se former pour avoir le brevet d'état d'éducateur sportif et il va devenir directeur sportif du côté de l'équipe Vienne Futuroscope. Et il est sélectionneur de l'équipe de France depuis 2018. Voilà. Ça fait quelques années qu'il est sélectionneur de cette équipe de France féminine. Voilà. Du côté du cyclisme. Donc voilà, un coureur qui a fait pas mal de résultats dans le centre. Je regardais, il a fini sa carrière même du côté des cycles Poitevin dans ses dernières saisons. Mais je voyais deuxième du Tour de la Creuse. J'ai eu également une victoire sur le prix de la Charité-sur-Loire, par exemple. Voilà. Et puis Emmanuel Merlot qui a créé l'équipe Vienne Futuroscope qui est devenue derrière la FDJ Suez, enfin l'a créé, ça a été la première concurrente importante de cette formation à l'époque, parce que c'est son père qui a eu l'idée de faire cette équipe qui était chef d'entreprise, et puis elle a été concurrente dans cette formation de 2006 à 2013, elle a notamment pris une 3e place au championnat de France du contre-la-montre. Il faut expliquer qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe professionnelle. C'est vrai que c'est pour ça que je défonce très souvent Jeannie Longo, parce que, en gros, quand Jeannie Longo nous dit c'est elle qui a tout créé, non, parce que si elle avait tout créé, il y aurait dû avoir un suivi derrière. Et le problème, c'est que Jeannie Longo, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu, contrairement à Léontien Van Morzel, où après on a eu la Rabobank, on a eu ce développement énorme du cyclisme néerlandais, Jeannie Longo n'a pas fait ça pour le cyclisme français, c'est pour ça qu'on a autant galéré pour avoir un bon niveau, qu'on a galéré au moins plus de 15 ans, parce qu'on n'avait aucune structure, on n'avait rien, ça a été un peu un enfer, c'est pour ça que Pauline Ferrand-Prévot est partie aux Pays-Bas, chez Rabobank, sinon elle aurait préféré, je pense, rester en France à l'époque, que une Marion Rousse ait couru en Belgique, qu'une Edwige Pittel a couru en Italie. Et Emmanuel Merlot, donc, qui commente de temps en temps des courses, eh bien, a créé cette formation FDJ Suez désormais, voilà, qui a été créée donc
en 2006. Et parmi les résultats d'Emmanuel Marlot dans sa carrière chez les professionnels, il y a eu du chrono des nations, il y a eu également des résultats sur les championnats de France, sur la Coupe de France également. Elle avait remporté le Grand Prix de Plumelec en 2013, voilà, sur la fin de sa carrière, parce qu'elle a arrêté assez jeune, parce qu'elle a arrêté en 2013, donc elle avait 13, 13 et 14, donc 27 ans, tout simplement à l'époque. Donc voilà, elle était extrêmement jeune, mais c'était très compliqué à l'époque de continuer à la fois à être cycliste et à avoir de l'argent, à avoir un salaire. C'est la vraie complexité de cette période-là du côté du cyclisme. On poursuit avec la météo du côté de cette étape. Pas grand-chose à dire, le temps va être mitigé mais sec sur le parcours. On aura une température entre 22 et 24 degrés avec un vent de nord-ouest entre 15 et 35 km/h selon les zones. Plus on se rapproche de Poitiers, plus ce vent est fort. Donc un vent qui sera plutôt de face dans la ligne droite finale, mais de dos quand même sur une grande partie de la dernière partie d'étape. Stratégie, compliqué d'éviter un sprint. Compliqué parce que là c'est quand même c'est vraiment tout plat. Donc les échappées, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus du côté du parcours. Et puis demain, il y a une journée qui devient assez intéressante, l'étape de mercredi. Donc voilà, je pense qu'il faudra attendre avant d'avoir une échappée vainqueur et avant d'avoir un petit peu d'animation. Ça sera une étape, je pense, assez calme. Mes favorites, Vibus. Sur le plat comme ça, très dur à battre, hein, Vibus. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Je pense quand même à Marianne Vos. Elle sait se placer, Marianne Vos, et on sait que dans les sprints comme ça, avec des longues lignes droites, savoir se placer et savoir ne pas se faire enfermer surtout peut être très intéressant. Et puis je mets Chloé Dygert parce qu'elle a la capacité de lancer tôt son sprint, et avec le vent de face, ça peut être un léger avantage. Du côté de la grosse cote, je tente Emma Norsgaard, plus de leader chez Movistar, donc ça peut être une belle opportunité, même si ça fait depuis longtemps qu'elle n'a pas forcément fait des sprints. Emma Norsgaard, elle a plus un rôle d'équipière ces derniers temps que véritablement de sprinteuse, et plus un rôle de rouleuse sur le plat. Du côté du programme télé, départ fictif à 14h35, il durera 10 minutes, on passera à Chinon à 105 km de l'arrivée entre 15h19 et 15h22. Soudain, le sprint intermédiaire, donc à 44 km de l'arrivée, entre 16h38 et 16h49 pour une arrivée prévue, entre 17h35 et 17h52. Et comme je vous le dis, peut-être que le débrief n'arrivera pas dans la soirée, mais peut-être plutôt le lendemain matin. Enfin, le lendemain dans la journée, plutôt que matin. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!